Salut chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur cette plateforme, le SEC Afro. C'est une plateforme qui est dédiée aux jeunes Africains présents en Afrique, présents dans la diaspora, pour aborder des sujets et des termes divers et variés sur les problèmes que rencontrent les jeunes Africains aujourd'hui, sur les actualités du monde de l'Afrique, aussi de l'Europe et un peu de tous les continents où sont présents les Africains. Et pour parler des sujets et des thèmes qui nous rapprochent, qui nous touchent particulièrement. Et donc, aujourd'hui, le podcast ce premier épisode, il va parler du monde du salariat et du choix de l'entreprise. Et avant de commencer, on va tout de suite se présenter notre belle et fine équipe. Donc, je vais commencer. Moi, je suis Messi Anichi, je suis de nationalité ivoirienne. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, fait la plupart de mes études en Côte d'Ivoire. Et après mon bac et mes années de classe préparatoire à l'INPHB, j'ai rejoint l'école polytechnique, j'ai un diplôme d'ingénieur à l'école polytechnique, puis en quatrième année de mon diplôme d'ingénieur, je me suis spécialisé en énergie et marché. Et actuellement, je suis aux États-Unis où je termine un MBA. Donc, ça fait beaucoup de voyages dans différents pays, mais mon cœur, il est toujours ivoirien. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce podcast et de pouvoir vous parler de sujets qui nous unissent. Et donc, tout de suite, sans tarder, je vais passer le micro à Joseph pour qu'il puisse se présenter. Salut Messi, salut à tous nos auditeurs et auditrices. Alors comme Messi l'a déjà dit, je suis Joseph Aïkri. J'ai fait la majorité de mon parcours en Côte d'Ivoire, donc j'ai fait jusqu'au bac et même un mois à l'INPHB de Yamoussoukro. Après j'ai obtenu une bourse et je suis allé en Angleterre où j'ai obtenu un bachelor en chemical engineering. Et après ça j'ai voyagé, je suis allé en France et j'ai fait un master en environmental engineering and sustainability management. Et en ce moment je travaille dans une société de la place. Donc, ce qui fait que j'ai eu pas mal d'expérience qui me permet d'aborder pas mal de sujets sur les jeunes africains, les difficultés que nous traversons. Donc, je vais laisser la parole à Joanne Kwame pour qu'il puisse se présenter également. Bonjour à tous. Bonjour Joseph. Bonjour. Merci. Merci pour la parole. Je suis Joanne Kwame. J'ai un parcours assez similaire à celui de Joseph. Donc, un petit moment à l'INPHB. Ensuite, un bachelor en génie industriel en Angleterre, suivi par un master en génie de l'environnement à l'école polytechnique, pour enfin terminer par un début d'expérience professionnelle dans le conseil en développement durable. Donc, je suis ravi d'être ici et j'espère qu'on pourra tous apprendre. Très bien. Merci de vous être présenté. Je pense que ça fait plaisir aussi à nos auditeurs auditrices également de connaître un peu notre parcours, ce qui va nous permettre de justement faire la transition avec le thème d'aujourd'hui parce que nous sommes tous jeunes étudiants ou jeunes salariés et c'est ce thème qu'on va parler aujourd'hui, jeunes salariés, choix d'entreprise. Et particulièrement, nous allons aborder les principaux points qui sont par exemple, quels sont les critères lorsque nous devons choisir notre entreprise. Donc, beaucoup de gens ils parlent par exemple, le salaire comme critère très déterminant. Ils peuvent parler de la culture d'entreprise, ils peuvent parler de différents critères, mais entre nous, jeunes Africains qui avons grandi en Côte d'Ivoire, qui avons grandi dans les pays de la sous-région, par exemple, qui viennent en France, commencent à travailler, quels sont les critères pour nous qui sont très décisifs? Pour moi, il y a pas mal de critères qui rentrent en jeu. Et en fait, donc on pourra les citer, on va parler du salaire, des missions qui sont proposées, peut-être de l'environnement, de la réputation de l'entreprise. Mais pour moi, je pense que tout est différent par rapport à l'individu qui fait son choix. En gros, chacun, en fonction de ses expériences, de son passé et en fait de ses ambitions, va choisir une entreprise en fait. Pour quelqu'un qui se dit, moi, il y a toute ma famille qui compte sur moi. Je suis par exemple le premier enfant de la famille, ou je suis le seul enfant de la famille, ou je viens d'une famille nombreuse. Ben, forcément, l'argent sera un critère primordial pour un jeune. C'est forcément l'argent. Ou quelqu'un qui a un crédit qui doit rembourser. Forcément, c'est l'argent. Et en fait, les missions vont passer en second plan. Par contre, tout ça, je pense que c'est intéressant. Tu peux être bien payé, tu peux avoir un gros salaire, mais si les missions sont pas en adéquation avec ce que tu veux, ou si tu t'ennuies au travail, peu importe le salaire que tu vas recevoir, forcément, tu auras des difficultés. Donc, moi, si je dois résumer un peu tout ce que je viens de dire là, pour moi, le critère le plus important, c'est le salaire, mais uniquement après avoir choisi une mission qui t'intéresse. Ok. Ça a l'air bien dit. Qu'est-ce que tu en penses, Joanne? Oui, pour ma part, je suis assez d'accord. C'est vrai que ça va varier en fonction de situations individuelles. Je pense pas qu'il y ait une norme générale, même s'il y a certains facteurs sur lesquels peut-être une majorité vont s'accorder, mais une majorité va s'accorder, pardon. Mais personnellement,
si je devais faire un ordre de grandeur, je dirais déjà la passion de la chose ou l'intérêt ou la mission. En premier lieu, en second, je dirais l'environnement et en dernier, le salaire. Après, il faut pas confondre les choses. Ça veut pas dire que je dis n'importe quoi, 20 000 euros et un environnement de fou malade, je vais partir faire un job. Mais pour dire, du peu d'expérience que j'ai, je trouve sincèrement que ces deux premiers-là, genre, font pas oublier, mais peuvent pardonner un salaire un peu en dessous de ce qu'on espère. Parce que moi, par exemple, quand je vais au travail le matin, c'est vrai, je dois me réveiller tôt et tout, mais à la limite, je suis content de partir au travail. Pourtant, je connais beaucoup de gens qui sont contents de faire du télétravail. Genre, je reste à la maison, j'ai pas besoin de me lever. Mais moi, je suis content parce que je sais que ce que je vais faire va être intéressant. Je sais que les gens qui seront là-bas vont mettre une bonne ambiance, malgré le fait que le conseil soit un secteur connu pour le fait d'avoir de longues heures et tout. Mais vu que je fais quelque chose que j'aime, bah, je suis heureux de le faire. Et l'argent vient entre guillemets après. PS, je ne suis pas riche. Voilà, je précise quand même. En fait, moi j'ai un problème avec cette approche de la passion d'abord ou l'environnement d'abord parce que déjà, la majorité des gens ne connaissent pas leur passion. Genre, si tu sors tout de suite, tu vas faire un sondage, tu dis, parmi vous, à combien connaît sa passion et peut en vivre là, genre, forcément, tu vas avoir, moi, j'ai pas les chiffres, donc je peux pas trop m'avancer. Mais, donc, si tu demandes aux gens de chercher leur passion et ensuite dire, en fonction de ta passion, tu trouves un boulot, ouf, ça va être, je pense que genre, c'est compliqué, en fait. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui, en fait, parce que le système dans lequel on a été, c'est qu'on part à l'école, on apprend des choses, et puis bon, peut-être en fonction de là où t'es un peu bon, enfin, tes performances à l'école, tu vas t'orienter plus ou moins, si tu vas faire de la littérature, tu vas faire de la science et tout ça, et tu vas arriver à l'université ou en grande école, ceux qui ont fait de l'ingénierie, tout ça, peu importe. Et tu vas découvrir des intérêts. C'est peut-être pas des passions, mais tu vas découvrir des intérêts, pareil. Tu vas te diriger vers un corps de métier ou un autre. Mais, justement, au moment de même faire ce choix, par exemple, tu arrives en première année d'université. Moi, je connais des gens qui, dès la première année d'université, même avant, tu vois, ils étaient déjà orientés, pas par passion, mais par exemple, parce que le métier qu'ils vont choisir paye bien, tu vois. C'est-à-dire, ils vont dire, moi, je vais travailler en banque, tu vois. Ouais. Tu demandes aux gens, ils vont dire, moi, je vais travailler en banque. Qu'est-ce que je veux faire en banque? C'est pas forcément, mais je vais travailler en banque parce que ça paye bien. Tu vois. Mais je vais travailler dans une compagnie d'oil and gas parce que ça paye bien, tu vois. Donc, des fois, la passion, et quand tu te poses la question, elle est cachée derrière le fait que là où je veux aller, ça paye bien, en fait. C'est ça la passion. Ouais. Après, tu vois, donc tu fais ton choix et après, tu te convaincs de ton choix, tu vois. Tu vas commencer à faire des recherches, tu dis, en fait, si on me pose la question en entretien, pourquoi est-ce que je veux travailler dans cette industrie, pourquoi je veux travailler dans cette entreprise, il faut que je puisse répondre. Je vais pas répondre, je veux travailler parce que j'ai envie de l'argent. Tu vois. Parce que j'ai envie d'argent, je vais dire parce que ça me plaît, parce que je suis passionné, et tout ça. Donc, tu commences maintenant à te convaincre de ton choix, sachant que ça paye bien. Après, faut voir que je pense pour une bonne majorité, on façonne les réponses en fonction de l'entretien. Forcément, si tu vois 100 000 euros sur la table, on te demande pourquoi tu veux venir. Parce que je vous aime, selon moi, il y a peut-être aucune personne sur terre qui va venir dire, bon, ça m'intéresse pas trop le truc. Donc, c'est une réponse façonnée parce que je pense qu'il faut pas confondre motivation et puis passion. Je suis motivé par l'argent, mais je suis pas passionné par la chose que je vais faire derrière. Et puis, je pense sans avoir de stade derrière, bien évidemment, que les métiers qui payent le mieux, bon, quand je dis métier qui paye le mieux, je pense directement à conseil, banque, donc tout ce qui va être banque d'investissement, ou tout ce qui est relié à la finance en général, avec de longues heures qui vont justifier ces gros salaires. Les gens sont pas forcément très heureux. À la limite, tu n'as presque plus de vie. Donc, tu es motivé par l'argent. À la fin du mois, quand tu vois tes 6 000 euros qui tombent, tu es content. Mais à la limite, tu n'as même pas le temps de bouffer ces 6 000 euros parce que dès qu'il est 22 heures, c'est maintenant tu finis, tu rentres à la maison, minuit, tu dors, il te réveille encore. Ok, tu as des vacances et tout, mais je pense que ces gens-là, ils durent pas énormément dans ces secteurs-là, justement parce que, à un moment, la motivation de l'argent, pour la majorité en tout cas, ne va pas suffire. Sur le long terme, hein, je veux dire. Et donc, pour toi, ce serait bien d'avoir un équilibre entre travail et vie professionnelle, c'est ça? Lorsque tu veux faire ton choix d'entreprise où tu vas travailler. Sur le long terme, oui. Sur le court terme, non. Moi, pour moi, sur le court terme, surtout quand tu sais que tu es dans le début de la vingtaine, si tu sais que tu n'as pas de go, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, il savait que ça allait sortir, en fait. Non, mais c'est pas parce que tu as une go que tu es sorti concerné. Je ne me sens absolument pas concerné par cette phrase. Je savais juste que tu allais faire sortir la phrase, en fait. Ok. Donc, je disais,
quand tu as un peu de temps pour toi, il n'y a personne à ta charge. Moi, je pense que c'est le moment où tu dois maximiser le fait de souffrir, en fait. C'est-à-dire, si tu peux travailler 10 heures par jour, 12 heures, maximiser ton oseille, maximiser l'expérience que tu peux avoir, vas-y, en fait. Parce que demain, tu auras 25 ans. Bon, tous ceux qui voulaient se marier à 25 ans, on les voit, donc tu vas pas te marier à 25 ans. Mais quand tu vas commencer à avoir des responsabilités, etc., que tu n'auras plus le temps, c'est pas à ce moment-là, tu vas commencer à chercher à travailler 100 heures par semaine ou 80 heures, en fait. Surtout qu'il y a des gens qui seront derrière toi. Mais moi, je pense que c'est pas forcément un bon conseil de dire que, genre, quand tu es jeune, il faut que tu fasses ça. Parce que si ton objectif, un jour, c'est de fonder une famille, hein, c'est pas quand tu vas passer tout ton temps dans une boîte de conseil jusqu'à 22h, 23h que tu auras le temps de rencontrer un griffe, la femme de ta vie, et puis avoir une famille. Genre, tu n'auras pas le temps, en fait, et tu vas te retrouver à 25 ans, 26 ans. À part si peut-être tu trouves une go dans le conseil aussi, un genre dans ton entreprise, ça peut arriver. Mais comme nous, ici, on ne préconise pas de chercher une femme sur son lieu de travail, tu vois, je trouve que ça peut être un cercle vicieux, en fait. Tu vois, si tu es rentré dedans, ça peut être difficile de s'en sortir. Après, ça veut pas forcément dire passer tout son temps à travailler, genre, je dis, essayer de maximiser, ça veut pas dire que tu n'as pas de temps libre, que tu peux pas te promener les samedis, partir faire une petite Mais visite au musée, tu vois. ouais, tu peux avoir tes week-ends. Ouais, tranquille. Mais quand on regarde, par exemple, les banques d'investissement ou les métiers en finance où tu peux faire parfois 10, 11 heures de travail par jour et que tu regardes ton salaire à la fin du mois et que, enfin, objectivement, hein, tu fais un ratio genre salaire horaire. Est-ce que tu te retrouves pas un peu dans la même tranche que, par exemple, si tu fais un travail de 7, 8, enfin, 7 heures par jour, 7 ou 8 heures par jour et que t'es payé un peu moins? Ouais, et je pense que c'est le cas, mais la différence, c'est que par rapport à celui qui fait 7-8 heures par jour, toi, tu as la possibilité de travailler plus ou en plus. Parce que je pense que parmi tous ceux qui font 7-8 heures, si on leur disait, bon, on va augmenter tes horaires de 3 heures et puis on va te payer 3 heures supplémentaires, pas tous, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup qui accepteront. En fait. Du coup, pour quelqu'un qui est motivé par l'argent, genre, entre guillemets, fada du travail et tout, qui veut travailler beaucoup parce que, voilà, c'est son délit, il est jeune, il veut avoir son expérience. Pour lui, c'est une opportunité, même si, au final, quand on fait le ratio, il gagne pas énormément, mais à la fin du mois, il gagne toujours 2 fois plus que celui qui fait son 9-17, en fait. Parce que je me dis, il n'y a pas seulement que ça, cet aspect négatif sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Parce que certes, tu vas gagner plus d'argent, par exemple, au début de ta vingtaine jusqu'à 25, 26 ans. Et après, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu deviens plus en plus âgé, tu as besoin d'un peu plus de stabilité, donc de travailler un peu moins, peut-être. Et du coup, enfin, je connais plusieurs personnes qui vont dire, par exemple, euh, je vais quitter mon boulot, tu vois, parce que ça me prend beaucoup trop de temps et j'ai besoin d'un peu plus de temps pour moi, par exemple, pour m'occuper de ma famille, si t'as déjà une famille, ou même pour fonder une famille, tout ça. Est-ce que c'est la bonne mentalité? Parce que je me dis, si on regarde du niveau des entreprises, quelqu'un qui est rentré dans la boîte en junior, qui a fait par exemple 2 années, 3 années d'expérience, c'est un bon asset pour devenir manager plus tard, tu vois. Et pour former aussi d'autres personnes. Et du coup, si c'est à ce moment-là que tu peux te dire que non, tu vas quitter par exemple pour aller dans une autre boîte où tu vas faire moins d'heures, mais aller dans une autre industrie où tu vas faire moins d'heures, bon, c'est un peu dommage pour l'entreprise, quoi, je me dis. Ouais, ouais. En fait, après, ces entreprises, en général, elles s'attendent à ça. Elles ont un taux de, je sais pas comment ils appellent, il y a un mot pour ça. Turnover. Ouais, c'est ça, turnover qui est assez élevé, en fait. Donc, en vrai, c'est pour ça qu'elles recrutent énormément de juniors et puis de personnes, ouais, bon, de juniors, les personnes en sortie d'études aussi. C'est pour ça qu'elles recrutent énormément parce qu'elles s'attendent à ça, en fait. Donc, en soi, ça peut être préjudiciable pour eux, mais en fait, ils s'adaptent. Donc, en vrai, c'est pas si grave que ça. C'est juste peut-être pour revenir même à la question initiale, tu vois, genre, c'est quoi les critères? J'avais parlé du fait que, genre, les critères, c'était en fonction du passé et tout. Mais comme on est en train de le dire là, je pense que aussi les critères sont en fonction de la période de la vie dans laquelle tu te trouves, en fait. Parce que comme genre, toi, tu l'as mentionné, Joanne l'a mentionné aussi, si tu te trouves dans une période où tu veux construire une famille, forcément, l'argent, ça peut être ta priorité si tu veux acheter une nouvelle maison, te marier, mais ça va pas forcément être un critère important. C'est peut-être, genre, le critère qui va être important, c'est est-ce que ce que je vais faire va me permettre de passer du temps avec ma famille, tu vois? Donc, il y a cet aspect aussi période que je voulais mettre en avant. Ok. Et si on aborde, par exemple, du point de vue, on a parlé de mission, on a parlé de salaire. Si on aborde maintenant du point de vue culture d'entreprise, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, t'arrives en entreprise, tu te sens bien parce qu'il y a tout un environnement qui a été mis en place qui fait que, par exemple, t'arrives le matin, t'as des croissants, vous avez du café, vous avez une petite pause, alors que vous n'avez pas commencé le travail, tu peux commencer à discuter avec tes collègues. T'as, par exemple, une salle de jeu où t'as
je sais pas, baby foot, ping pong et tout ça. Enfin, tu te sens bien en tant que jeune, tu te sens bien dans l'entreprise, tu arrives à bien communiquer avec tes collègues et tout ça, vous avez des after-work, enfin, plein de choses qui font que tu es à l'aise et tu as envie d'aller en entreprise, comme le disait Johan, tu as envie d'aller en entreprise, tu as envie d'aller travailler. Est-ce que, ben, Johan, lui, il a dit directement, hein, ça, par exemple, pour lui, ça peut être un contrepoids pour un salaire qui est un peu plus faible. Est-ce que pour toi, c'est le cas? Pour moi, franchement, ça compte pas trop. Franchement, Ça compte pas trop. non, même pas, genre, sur 10, ça compte peut-être à 2 ou 1 comme ça. Honnêtement, parce que, pour moi, tu vois la culture de l'entreprise. Tu vois, les entreprises, elles peuvent écrire plein de choses sur leur site carrière, ou leur site de recrutement. Voilà, nous, chez nous, c'est ça, 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 ça. Le Ouais, type de, diversité, inclusion, tout ça. tu vois tout ça. Et même les trucs que tu as cités, baby food, genre, tout ce qui contribue à l'épanouissement de l'entreprise, on va dire. Tout ça, c'est corrélé à l'équipe dans laquelle tu te trouves. Alors qu'en général, dans les équipes, là, genre, ça se joue limite au manager de l'équipe. Hein. Si, genre là, tu as un manager qui est assez chill, on va dire, qui vous laisse un peu plus de liberté tant que vous faites bien votre travail, tu vois, tu vas te sentir à l'aise. Mais si tu as un autre manager qui est un peu plus strict, un peu plus sévère, forcément, tu vas te sentir moins à l'aise. Et en fait, pour moi, là, ça compte pas trop dans ce sens où, genre, du jour au lendemain, quelqu'un peut partir, quelqu'un peut arriver. Tu vois, ça peut changer très, très vite dans l'entreprise. C'est pour ça que pour moi, je m'accroche pas trop à ça parce que je me dis c'est un truc qui change très rapidement, en fait. Par contre, un salaire, quand tu signes, c'est un contrat que tu signes, tu vois, on peut te virer, mais ici, en France, on vit pas n'importe comment. Donc, il y a une certaine stabilité, un truc auquel tu peux t'accrocher pendant une longue période. C'est pour ça que moi, il y a encore plus d'importance à ça qu'à la culture d'entreprise. Après, quand on parle de culture d'entreprise, on a parlé un peu de ce que tu as cité, mais je pense qu'il y a aussi la réputation de l'entreprise. C'est ça, genre, comment l'entreprise se vend à l'extérieur et tout. Personne ne veut travailler pour une entreprise qui est impliquée dans le trafic de drogue, ou bien, je sais pas, toutes sortes de trafics bizarres. Mais voilà, pour moi, c'est pas forcément important, honnêtement. Bah, parler des réputations, c'est intéressant parce que, en général, les entreprises vont faire un plutôt gros travail pour avoir une bonne image ou pour présenter une bonne image, hein. Pour avoir tu vois, voir cette réputation négative, faut aller un peu chercher, quoi. Faut pas juste Mhm. se rester à la surface. Donc, ça veut dire que déjà, toi, tu manifestes déjà une envie de travailler pour une entreprise qui a des valeurs, tu vois. Sinon, Mhm. peu importe, tu vas pas aller chercher et dire que voilà, l'entreprise, elle a fait ça, c'est ça qui n'est pas bien. Et donc, déjà, faut manifester cet intérêt-là pour les valeurs de l'entreprise. Mais aussi, quand tu parles de réputation, je crois que tu as des entreprises qui ont une grosse réputation. Par exemple, ce sont des grosses entreprises Mhm. qui vont se baser sur cette réputation, tu vois, pour proposer un salaire qui est un peu moins élevé, comparé par exemple à d'autres entreprises qui, on va dire, moyenne taille ou peut-être même des startups qui vont te payer un peu plus, parce que voilà, elles ont vraiment besoin de ton talent en tant qu'actif pour leur entreprise et elles veulent capitaliser là-dessus. Alors que les grosses entreprises, bon, elles ont déjà le nom, elles ont déjà la réputation. Si toi, tu ne fais pas travailler pour elles, il y en a peut-être 100, 1000 personnes qui, qui attendent pour te remplacer en réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour ma part, je pense que c'est assez juste, hein, surtout dans le conseil, la finance, les métiers qui sont assez compétitifs parce qu'ils rapportent donc qu'une forte attractivité, surtout auprès des jeunes qui sont prêts à travailler de longues heures et qui ont plus qui ont plus de facilité à voilà, ça sacrifier beaucoup de choses parce que comme tu as dit, voici, il y a déjà la réputation en général, venir dans cette entreprise, ça peut te permettre de faire un certain leverage, d'être avoir dans son CV, je dis n'importe quoi, BCG, McKinsey, JP Morgan, ça ouvre, je pense, 80-85% des portes. Donc, même si on te paye moins, sur le long terme, tu gagnes plus parce que ça va t'ouvrir des portes de domaines que tu aurais, auxquels tu aurais pas pu accéder initialement, que tu aurais, ou auxquels tu aurais eu difficilement eu accès. Genre, si tu n'avais pas été par ces boîtes-là. Donc, moi, je pense que c'est dans tous les cas du gagnant-gagnant parce que, bon, je pense que c'est eux qui gagnent le plus. Mais tu gagnes aussi. Du coup, c'est gagnant-gagnant. Pas égalité, mais gagnant-gagnant quand même. Eux, ils gagnent leurs salariés qui vont bosser 14 heures par jour en les payant pas énormément. Toi, tu gagnes le nom de l'entreprise sur ton CV pour toute ta vie, hein. Donc, voilà, quoi. Faut faire des sacrifices. Mhm. Mais moi, je suis quasiment d'accord avec Joanne. Bon, moi, je pense que surtout quand tu es sorti de carrière, moi, je pense que tu dois plus te diriger vers ce genre d'entreprise-là. Pas forcément en fait, ça peut être assimilé à de la contradiction, ce que je dis. Genre, on va vers une entreprise qui a plus de réputation, où on paye moins, alors que moi, j'ai dit que c'est important, le salaire et tout. Mais quand on parle de paye moins, hein, c'est pas genre hors marché, hein. Genre, c'est pas un truc où tu peux avoir, vas-y,
50 000, 40 000, 50 000 par exemple, ils vont te proposer 30 000. Non, c'est pas ça. Tu vas peut-être avoir 48, 45. Mais genre, je répète, c'est très important d'aller dans ces entreprises-là. Pour moi, au début de carrière, parce que quand tu es au début de carrière, là, tu essaies d'abord d'établir un réseau. Et pour établir un réseau, quand tu es dans une grande boîte, ou une boîte qui est ultra connue, forcément ton réseau, si tu travailles bien sur ton réseau, tu travailles bien sur toi, forcément ton réseau va s'agrandir. Et puis, bah, dans le nom de l'entreprise, ça témoigne un peu d'une certaine qualité de travail ou une qualité une certaine compétence, une certaine expérience. Donc, pour moi, c'est pas mal. C'est vrai que tu peux te dire, ouais, je perds en termes de salaire par rapport à d'autres personnes, mais je pense que tu vas plus gagner à aller vers ce genre d'entreprise dans un début pour après bien leverager après. Leverager les cas. Et si je vous pose la question, est-ce que vous seriez prêt, en considérant que vous n'avez pas votre travail dans ces entreprises de la place, ces grosses entreprises de la place, vous touchez des salaires exorbitants, est-ce que vous seriez prêt à travailler pour une startup? Oui ou non, et pourquoi? Pour moi, oui, hein. Ça dépend de la startup, hein. Genre, il y a des startups qui, ont une certaine énergie en guillemets. Il y a des startups, quand tu les vois, tu sais qu'il y a plus de chances qu'elles deviennent des moyennes entreprises ou peut-être même des licornes dans certains cas qu'elles fail. Même si, bon, je ne me rappelle plus des stats, mais je vois que c'est 80 ou 84% des startups échouent au final. Par rapport à une grosse entreprise, c'est vrai, c'est plus C'est risqué. plus que ça, hein. C'est plus Ah ouais. 95%. Ouais, du coup, c'est forcément beaucoup plus risqué par rapport au côté stabilité, comme Aku a dit. Mais si tu prends le risque, tu as bien fait tes recherches, tu pars sur ce terrain-là, il y a beaucoup plus d'opportunités déjà. Il y a des C'est quoi chances les opportunités? en premier lieu, il y a des chances qu'on te paye plus parce que bah, la startup cherche à grossir, elle a besoin de talent, ça va dépendre du domaine. Actuellement, il y a beaucoup de startups dans la tech. Le français paye pas mal, après ça fait un moment que j'ai pas suivi. Donc, d'avoir un bon salaire, même si bon, c'est vrai que tu vas devoir travailler dur quand même parce que la boîte cherche à grossir. Derrière aussi, en général, dans ce genre de boîte, tu as la possibilité d'investir dans la boîte, de devenir, entre guillemets, un shareholder à part entière, actionnaire. Un actionnaire à part entière. Et après, si la boîte fait 1 fois 1000, derrière toi aussi tu fais 1 fois 1000. Après, bien sûr, ça va arriver dans 0,1% des cas. Mais il y a bien des gens qui gagnent au loto, on ne sait jamais. Faut maximiser ses chances. Mais comme j'ai dit au début aussi, ça vient avec un risque. Tu peux bien commencer là. Derrière, ça va juste drop. Mais au fond même, je dirais, même si la startup ne fonctionne pas, si tu es vraiment quelqu'un de talentueux, tu veux pas juste dans une grosse entreprise, en fait. À la limite, à part du temps, tu n'as pas perdu grand chose, hein. Ouais, je vois ton point, je vois. Bon, moi, je peux pas, hein. Pour moi, il y a trop de risques. Euh, le risque est trop élevé pour y aller. Pour moi, genre, si je dois choisir. Et donc, le risque est élevé. Et puis, je préfère, si j'ai beaucoup de temps à investir, je pourrais investir dans un projet personnel que d'investir dans un autre truc. C'est un peu ça mon point, en fait. Ok. Bah, moi, je pourrais bien. Mmh. Moi, je pourrais bien. Enfin, petite anecdote personnelle, moi, j'ai fait un stage en startup. Mmh. C'est un stage en startup. Enfin, c'était pas un long stage, genre, c'était pendant l'été. Mais, long story short, j'ai bien aimé. Parce que, outre le salaire enfin, déjà, c'était un salaire de stage, donc je m'attendais pas à grand chose. Mais je me dis même peut-être enfin, j'avais des échos des salaires pour les CDI, c'était pas ouf, on va dire. Mmh. On n'a pas honte de le dire, mais c'est normal vu la santé financière de l'entreprise. Une startup, c'est une boîte qui fait que brûler de l'argent en réalité. C'est le début. Et donc, quand tu rentres en startup, tu t'attends pas à gagner des millions, en fait. Mmh. Par contre, tout ce dont on a parlé, par exemple, les missions, tout ça, c'était des trucs assez, je dirais, ad hoc, tu vois, on, on faisait un peu de tout. C'est-à-dire, t'es ingénieur, tu fais un peu de commercial, t'es commercial, tu fais un peu d'ingénieur. On n'avait qu'un seul bureau où on parle tout le temps. Tu peux regarder ce que le voisin tu fait. Si tu peux Mmh. aider, tu aides. Si tu as du temps, bien sûr. Si tu peux discuter avec le CEO comme ça. Tu fais, c'est un gain d'expérience en fait, énorme. Sur 3 mois, tu peux apprendre en fait quelque chose que tu vas apprendre en entreprise sur une ou 2 années. Tu vois. Et Mmh. après, la culture aussi, c'est vachement bien parce que certes, vous travaillez beaucoup sur une startup qui cherche à croître, mais en même temps, il y a beaucoup de flexibilité, tu vois, parce que c'est une petite équipe, il y a beaucoup d'agilité, il y a beaucoup de... Donc, je dirais que c'est bien, moi, je pourrais. Et je pense que, euh, si cette mentalité, les gens devraient être un peu plus ouverts
parce que une startup a besoin de talent, tu vois. Donc, si les talents fuient la startup parce que il y a pas d'argent, c'est un peu compliqué. Vous voyez. Mhm. Moi, mais je suis pas convaincu, hein. C'est pour ça qu'il, non, C'est pas enfin, cool. Non, mais il y a des risques, hein, comme tu as dit, il y a des ouais, risques. ça, Franchement, genre, il y a des enfin, risques et tout, et, je, je me rappelle, mhm. il y a un jour, sur un meeting, startup, un meeting, il y a, on faisait un peu les comptes parce que on était en train de monter une levée de fonds. Donc, Mhm. on fait les comptes de l'entreprise et tout ça, et on se rend compte qu'en réalité, si on n'attire pas d'investisseurs très rapidement, s'il n'y a pas d'entrée d'argent, d'ici le mois prochain, on sera chaud de payer les salaires. Donc, je crois que Mhm. déjà, moi, je trouve en stage, c'était juste pour l'été. Donc, je me disais, bon, au pire, moi, je vais juste prendre mes bagages et partir, tu vois. Ouais, Mais pour ceux qui sont en contrat permanent, c'est compliqué. Tu vois. ouais, Si ouais, ouais. t'as toujours cette incertitude de est-ce que je vais pouvoir être payé le mois prochain? Mais en même temps, cette incertitude, ça te pousse à beaucoup travailler, tu vois. C'est une pression, mais je dirais que c'est une pression saine parce que tu as envie que l'entreprise réussisse en réalité. Moi, il appellerait pas ça une pression saine quand il sait que, quand il sait que s'il n'y a pas de levée de fonds, toi et ta famille, genre, bon, tu me diras, peut-être t'as des économies, mais toi et ta famille, ça va être chaud, hein. Non, moi, j'appelle pas ça une pression saine, c'est une pression ultra malsaine pour moi, en fait. Et même, tu vois, le côté que tu as cité, où tu as des missions différentes, tu as plein de choses que tu peux faire. Enfin, en entreprise, bon, pas dans toutes les entreprises, mais dans pas mal d'entreprises, tu peux faire ça. Tu vois, moi, par exemple, là, quand j'ai signé mon contrat, j'avais des missions, mais je fais d'autres choses qui, pas forcément sont éloignées de mes missions, mais que j'avais pas signé pour ça, de base. Tu vois, mais je l'ai fait quand même. Donc, tu as le côté aussi où tu touches un peu à presque tout, tu prends de l'expérience. Franchement, moi, en tout cas, je suis pas convaincu surtout à cause de l'incertitude. Non, je peux pas. En fait, la passion, le fait que tu puisses parler avec le CEO, tout ça, c'est bien. Moi, je dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. Mais à la fin de la journée, ça paye pas les factures. Ok. Donc, Qu'on a, donc, on a bien compris que pour toi, c'est un big no, hein. non, C'est, vraiment, c'est un big no même de ouf, de genre. Tu vois. Pourtant, j'aime prendre des risques dans la vie, mais ce risque-là, je peux pas le prendre, en fait. Pour moi, c'est un risque. Mais si t'as rien d'autre, vas-y, genre, tu peux le faire, tu vois. Mais si tu as le choix entre une grosse entreprise et une start-up, non, pour moi, le choix est vite fait. ok. Intéressant. Non, mais je voulais te demander, pour vous, euh, à quel point ça joue sur la suite de la carrière de faire un mauvais choix d'entreprise? Un mauvais choix d'entreprise. Bah, bon, moi, je pense que si t'es, si t'es assez jeune, tu Mhm. peux t'autoriser, enfin, autoriser vraiment à prendre avec des personnes en griffe. Tu peux Mhm. t'autoriser à faire un mauvais choix dans le sens où tu vas quand même en tirer des bénéfices. Même si c'est pas, par exemple, au niveau financier, tu vas apprendre Mhm. des choses, tu vois. Et t'es au début de ta carrière, donc t'as toujours un peu de temps, tu vois, pour faire ce shift-là, en espérant bien sûr que tu as pu apprendre des erreurs, tu vois, du passé et puis pouvoir te récalibrer pour faire de meilleurs choix, tu vois. Donc, Mhm. moi, je sais pas, quand tu me dis un mauvais choix au début de carrière, c'est par exemple, t'as, t'as choisi une entreprise, t'as commencé à travailler dans l'entreprise, te rends compte que c'est vraiment pas ce que tu veux faire. Mhm. Par exemple, ça peut être ça un mauvais choix. Ok, tu travailles dans l'entreprise pendant 1 an, 2 ans, c'est vraiment pas, tu te sens pas allé, c'est pas ce que tu peux faire, tu vois. Ok, Mhm. mais t'as quand même appris des choses. T'as quand même Ouais. eu l'expérience de l'entreprise que tu veux mettre sur ton CV, que tu peux toujours marketer au niveau de, lorsque tu fais des entretiens et tout ça, tout ça. Et donc, Mhm. il y a des gens qui vont se dire non, c'est très mauvais parce que ce sont des personnes qui sont assez, le terme en anglais c'est driven, c'est-à-dire ils ont vraiment tout le plan de leur vie dans leur tête, tu vois. Mhm. Ils savent que par exemple à 22 ans, moi je veux travailler dans, enfin, 22 ans t'es peut-être encore, à Tu vois, 23 ans, 4 ans, moi je veux commencer à travailler dans telle entreprise, je mhm. veux à la banque d'investissement Goldman Sachs, Jane Street et tout ça. Et donc, dès que lui il rate ce truc-là, c'est fini pour lui, tu vois. Mais Mhm. bon, après c'est la vie, hein. Ouais. T'as le temps de te refaire. Ouais, clairement. Moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a pas de mauvaise expérience, comme tu l'as dit. Tu prends forcément des enseignements et tout. Moi, même quand je parlais, je pense que j'ai un peu triché, mais j'aurais dû vous demander d'abord, c'est quoi un mauvais choix d'entreprise? Tu vois, mais quand je parlais de mauvais choix, ça peut être, par exemple, que, bah, tu arrives, et puis, bah, dans l'équipe, ça se passe pas bien. Niveau culture, comme Joanne l'a dit, même si ça compte pas Mhm. forcément, ça se passe pas bien. Ou bien, par exemple, les missions sont vraiment à côté de la plaque par rapport à ce que toi, enfin, tu avais prévu.
Et si, par exemple, les missions ou bien la culture d'entreprise sont partie de tes choix, des trucs importants pour toi, comment tu réponds? Est-ce que tu forces? Tu vois, tu restes ou tu pars et, genre, comment tu rebondis par rapport à ça, en fait? C'est ça qui me dérangeait énormément. Je sais pas si Joanne pouvait rebondir dessus et tout. Bon, ouais, après, je pense il y a des entreprises, entre guillemets, ou des cas particuliers où ça aurait été juste une perte de temps, tu n'auras rien appris, à part avoir eu le salaire, je suppose qu'il y a un avantage. Tu n'auras rien appris, par exemple, mon deuxième stage, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans la boîte, qui était là depuis 5 mois ou 7 mois, je me rappelle plus, et qui n'avait fait aucune mission parce qu'il n'y avait pas de mission qui est disponible. Parfois, ça arrive dans le sens de les missions, les entreprises, pardon, recrutent. Oui, on prend. Et au final, il n'y a pas de mission pour tout le monde. Donc, tu te retrouves là. D'autres personnes diraient, OK, tu n'as rien à faire, tu profites de la vie, mais derrière, tu es obligé d'être là. Donc, tu es dans l'entreprise de 9h à 19h, ou je sais pas quoi, tout le monde travaille, toi, tu es là. C'est à la limite, même si tu as la chance, peut-être c'est toi qui fais le café. Donc, à moins que tu sois venu pour augmenter tes compétences en café, tu n'auras rien appris pendant 7 mois, en fait. Et puis ça va vraiment être une perte de temps et à la limite même, ça peut être un désavantage pour toi parce que toi, tu vas aller passer d'autres entretiens, on va te dire, bon, tu as été dans la compagnie XXX, qu'est-ce que tu as fait? Nous tous, on sait que tu vas être obligé d'inventer, tu vas mentir, lancer les doigts comme on dit au pays. Mais voilà, tu n'as rien fait. Ouais, je vois, je vois. Moi, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça forcément. J'avais pas pensé à ça. Moi, c'est rare hein, que ça arrive, hein, des trucs comme ça. Ou bien. Mais ça, c'est plus simple. Ouais. Dans le conseil, c'est pas si rare, hein. Ah ouais. Ça, En général, si on te trouve pas de mission, on attend juste que ta période d'essai finisse et puis. mais en fait, je trouve pas, je comprends pas la logique derrière le fait de recruter quelqu'un alors que tu n'as pas de mission. Le truc, c'est que dans le conseil, Ça passe sans arrêt. spécifiquement, on te recrute. Ensuite, genre, quand un client envoie une mission pour laquelle il aurait besoin de personnes, on fait une proposition commerciale pour répondre aux besoins. Dans la proposition commerciale, on met les profils des personnes qui vont faire la mission si elle est acceptée. Du coup, c'est un peu comme si l'entreprise envoyait différents CV et plusieurs entreprises de conseil vont envoyer, donc plusieurs entreprises de conseil vont être en compétition pour la même mission. Donc, si sur peut-être, je dis, peut-être 6 mois ou 7 mois, on a envoyé 4 propositions commerciales et qu'il n'y a aucune qui a été acceptée, toi, tu n'as pas de mission en fait. C'est ça la logique derrière. Parce qu'une proposition commerciale pour l'écrit, ça prend du temps parce que tu dois analyser l'entreprise, les besoins de l'entreprise, comment tu vas répondre aux besoins, te démarquer l'autre entreprise. Donc, ça prend du temps pour faire tout ce travail-là, pour envoyer, pour répondre à la boîte qui a besoin de personnes. Donc, si en 6 mois, il n'y a aucune mission qui a été gagnée, bah, la boîte de conseil dans laquelle tu es se dit, bon, ok, toi, tu n'es pas un profil qui rapporte. À la limite, on t'a payé cadeau pendant 6 mois. Bye bye. Je vois, Ok. je vois. Bah, c'est pas, il y a envie de dire c'est intéressant, mais c'est pas intéressant en fait. Voilà, ça dépend pour qui. Ouais, c'est ça, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Mais, comme le disait Gaspard, on cherche à faire les KE. C'est quoi les cas? J'ai pas la référence. Les Ah, gens K comme un millier. En mode, un Ah, K, les milliers c'est d'euros, 1000. quoi. Ouais. Ok. D'accord. Euh, on tend vers la fin de notre premier épisode, mais je voudrais vous poser peut-être une ou deux questions avant de conclure. La première question, c'est, est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs qu'on n'a pas abordés pendant notre échange là, qui pourraient influencer sur le choix de l'entreprise? Je sais pas moi, par exemple, la localisation de l'entreprise. Si, disons, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez votre famille en Côte d'Ivoire, tout ça, vous trouvez une entreprise qui est en France. Bon, là, c'est plutôt alléchant comme proposition. Si on vous demande de bouger. Si vous êtes en France, vous venez de finir de travailler, enfin vos études, vous trouvez une entreprise qui est quel pays, disons. J'ai pas envie de cracher sur un pays. Un pays qui est, disons, moins bien, quoi, financièrement, niveau stabilité, enfin peu importe. Le Mali. Économiquement, on n'a rien contre ton frère malien. Et donc, voilà, et l'entreprise vous demande de bouger pour votre mission. Est-ce que vous passez l'entretien pour avoir le poste, on vous dit, ah, ok, pour ce poste-là, il va falloir qu'on vous relocalise dans tel pays. Vous dites oui ou non, en fonction du pays. si tu peux en euros, calme. Hein. Si t'es payé en euros pour aller travailler au Mali, ok, t'es bien. Non, ça dépend.
Ça dépend juste, le Mali, c'est juste que le niveau sécurité, c'est pas ouf. Tu vois. C'est juste le niveau sécurité qui va me faire reculer un peu. Mais sinon, je prends n'importe quel pays, au niveau sécurité, ça va. Ici, dès que je suis payé en kilo euro, en cas euro, c'est le calme. Franchement, là, je déménage vite fait. J'aurais demandé de ne pas payer mon billet, bien payer mon billet au passé. Ok. Oui, hein. Surtout genre, c'est sur mesure de nager en République dominicaine. De base, moi, je n'irais pas là-bas, mais pour les cas, Ok, on va pas te demander pourquoi la République dominicaine, mais non, j'ai dit ça comme ça aurait pu être la Bolivie, le Pérou. Bizarrement, des pays en Amérique du Sud. Non, mais non, c'est parce que j'ai fait espagnol en 4 D'accord. donc, ça me dérange pas du tout de vous relocaliser pour votre travail. Non, Mais mais enfin. est-ce que c'est parce que on est jeune, on n'a pas forcément de point d'attache avec le pays où on est? Ouais, c'est ça. Je pense que ça joue un peu. Tu vois, genre, aujourd'hui, pour déménager, genre, j'ai juste à prendre mon sac à dos et j'y vais, quoi. Genre, j'ai pas d'enfant. J'ai une copine, certes, mais je suis pas encore marié avec elle. Donc, pour Pas moi, encore. oui, pas encore. C'est pas encore des bagues. Donc, si demain j'ai une opportunité dans un pays et je trouve l'opportunité attractive, bah, j'y vais, quoi. Genre, j'ai juste à prendre mon sac à dos. Je suis comme Jean-Baptiste dans la Bible. Par contre, si, genre, j'ai des enfants là, ça va être encore plus compliqué parce que tu changes pas de pays avec tes enfants comme ça, tu vois. C'est un peu plus compliqué. Si je suis marié, tu vois, il faut que tu prennes en compte la décision de ta femme. Tout ça, mais bon, pour le moment, je pense que c'est pour ça que pour nous, c'est aussi facile. Ça paraît pas comme un dilemme. Et d'autres facteurs, vous pensez à quelque chose d'autre en particulier ou pas? Ouais, je pense que c'est un truc, l'industrie aussi. Tu vois, L'industrie? l'industrie, tu vois, aujourd'hui, avec les questions, ouais, l'industrie, avec les questions environnementales et tout, Ouais. pour moi, les grosses entreprises de pétrole, allez, ça va être du pour moi. Des- Après, D'énergie. ouais, genre, d'énergie sale, tu vois, j'ai pas envie de citer le nom. Là, on n'est pas assez gros qui le reconnaissent ou qui écoutent un podcast un jour si je passe un entretien chez eux. Mais vous voyez un peu l'esprit, en fait. Tu vois, ça colle pas avec mes valeurs. Puis il y a des entreprises qui ont fait du sale en Afrique aussi. Et moi, ça va être difficile pour moi de travailler avec ces entreprises-là. Tu vois, genre, directement, moi, même pour me pour aller postuler pour être là-bas, ça va être très difficile. Après, s'ils me recrutent, non, là, c'est un autre débat. On va réfléchir. Mais voilà, quoi. Je pense que l'industrie, ça compte pour chacun d'entre nous. Quand tu as des valeurs, tes convictions, et que des entreprises ne collent pas, même une industrie ne colle pas avec tes valeurs, bon, enfin, ça sert à rien d'y aller, quoi, tu vois. Même au niveau sanitaire, tu vois, le nucléaire, c'est pas un truc qui m'intéresse. C'est, Ok. c'est un peu ça. Genre, je pense qu'il y a des industries aussi qu'il faut regarder. Des industries qui collent un peu avec ce que tu veux. Et dans l'autre sens aussi, ici, il y a une industrie, tu sais que là-bas, forcément, tu vas avoir beaucoup de boulot, tu seras fortement demandé. Je pense que ça doit compter dans tes choix, clairement. Mhm. Et puis, je sais pas Et si toi, je Joanne? vais compléter. Ouais. Bon, pour moi, il n'y a pas tellement d'autres facteurs qui pourraient être déterminants. Ce sera des trucs avec un pourcentage pas assez léger, plutôt non déterminant. Donc, pour moi, on a déjà tout cité, hein. Mais sur le côté conviction, truc, tout ça, je pense que en 90% des cas, les convictions s'achètent, hein. Des Ça, convictions, ça. ça, ça dépend de ce qu'on met sur la table. Après, je ne parle pas de moi spécifiquement, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des convictions qui pourraient être achetées notamment par les grosses entreprises du pétrole. Parce que, bah, comment c'est le pétrole, bah, ça rapporte, hein. Ouais, mais en fait, tu vois, il y a des trucs que tu ne peux pas faire avec. Tu vois, quand tu vas marcher dans la rue, et puis tu vas te dire, ah oui, il travaille avec eux. Forcément, bon, après, tu vois, enfin, moi, parce que si tu es vraiment bon dans ton domaine et que tu es fortement demandé, hein, et qu'il y a plusieurs entreprises qui te courent après, hein, la différence, même les cas qu'il y aura entre une entreprise du pétrole qui va te faire une proposition, une entreprise dans le secteur, pour moi, elle n'est pas forcément grande, tu vois. Donc, c'est ça, hein, tu peux forcément trouver une alternative. Mais bon, je dis ça, voilà quoi, je veux pas me condamner et tout, mais genre, je reviens sur ce que j'ai dit. L'industrie est importante, tu vois, le choix de l'industrie, ça compte aussi. Enfin, c'est vrai que c'est important de travailler pour une industrie qui, ou du moins peut-être pour une compagnie qui partage ses valeurs et tout ça. Comme l'a dit Joanne, c'est comme ça. Et je parle pas de moi. Je parle pas de C'est ça, c'est ça. Mais tu vois, et puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes convictions, forcément, tu vois, il y a des gens, genre, on partage pas tous les mêmes convictions. Donc, si demain, tu vois, Joël, il travaille pour une grosse entreprise de pétrole, il va toujours rester. En fait, c'est pas pour ça que, genre, je vais dire, ouais, tout et tout.
Même moi, c'est très contribué pétrole. Vous n'avez pas le droit de me dire que moi, il y avait dit ça dans le podcast. Ça fait quoi s'il y a dit ça dans le podcast, que ça allait travailler? Non, mais personne ne dira ça, mais voilà. Non, voilà quoi. Genre, mais je dis, Ouais, c'est important. C'est très important. je pense ce que tu dis et ce que tu fais à un moment, mais Voilà. ok. Donc, Et après, il y a des choses qu'on dit en fonction du contexte. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, je me trouve dans un contexte où, si demain j'ai le choix, je vais pas choisir. Mais d'ici 5-10 ans, on ne sait jamais. Voilà quoi. Non, mais moi, d'ici 5-10 ans, je peux pas changer ma vision sur l'écologie, hein. Je peux pas, voilà. Je peux pas aller dans des entreprises du pétrole. est-ce que vous pourrez euh, faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit à votre niveau? Si par exemple, aujourd'hui, pour un jeune qui soit dans un pays d'Afrique, de la sous-région, qui soit en France, qui soit aux États-Unis, peu importe, qui est proche de la fin de ses études, qui cherche à s'orienter au niveau euh, début de carrière, tout ça, quels sont les conseils que vous pouvez lui donner, comment il peut choisir son entreprise, quels sont les critères décisifs, tout ça. Essayez de faire un petit résumé en quelques minutes. Bah, moi, je vais commencer, hein, si ça vous dérange pas. Bah, pour moi, il y a trois choses. Il faut déjà regarder, ses critères personnels. Donc, quand je dis personnel, tu vois, je parle de la famille, son passé, tout ça, ses ambitions personnelles. Donc, il faut regarder ça. Ça, c'est très important. Tu définis ce que tu veux être, ce que tu veux, qui tu veux être dans 10-15 ans. Donc, tu regardes, tu définis ça et tu choisis maintenant les entreprises qui collent à ça. Donc, quand je parle de critères personnels, je parle aussi des valeurs personnelles. Et ensuite, tu vas regarder tes ambitions professionnelles. Est-ce qu'il y a des entreprises dans lesquelles, si tu mets les pieds, ça peut te bloquer des portes professionnelles plus tard? Mais enfin, tu les barres de ta liste, quoi. Ou si elles ne correspondent pas à tes ambitions de carrière, tu les barres de ta liste ou tu vois, ça colle pas. Tu les barres de ta liste. Mais une fois que tu as enlevé ces deux éléments-là, bah, enfin, le dernier qui te reste, c'est maintenant la rémunération. Forcément, il y a des industries qui paient mieux que d'autres. Donc, forcément, tu vas tendre vers ces industries-là. Mais tout en regardant les premiers critères que tu avais choisis, donc critères personnels, critères professionnels, et tu fais ton choix tranquillement avec la rémunération qui compte énormément aussi. Après, la passion, tout ça, la passion, on la développe avec les années et avec les KU. J'aurais pas quelque chose à ajouter. Je trouve que Euh, pas déjà. non, pour moi, franchement, en fonction du système dans lequel tu es, cherche à maximiser tes chances et développe ton réseau, cherche à être le meilleur dans ton domaine. Tu le seras probablement pas, mais cherche à être au moins. Et puis, voilà, cherche les meilleures écoles. Voilà, tout ce que tu peux maximiser, maximise. Le monde devient de plus en plus compétitif, pardon. C'est dur d'avoir du travail, c'est dur de manger. Donc, quand les temps sont durs, c'est de l'endurance. Si moi je devais ajouter quelque chose, je dirais vraiment la cohérence parce que là, souvent, quand on va aller faudrait qu'on ait un projet cohérent, quoi. C'est-à-dire que quand on va aller en entretien, ou même quand on va se retrouver en entreprise, si on peut retrouver à peut-être mentir en entretien, on va se mentir soi-même sur ce qu'on veut faire, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aime faire, ça va se sentir tout de suite, quoi. Donc, comme toi t'as dit, Joseph, il faudrait que d'abord ce soit aligné avec nos valeurs, tout ça. Et après, il faudrait que tout soit cohérent, c'est-à-dire tes valeurs, les valeurs de l'entreprise, euh, le salaire, tout ça. Si je décide de faire des travaux pour une entreprise qui paye pas bien, mais qui a des valeurs que tu respectes beaucoup, faudrait pas, après, quand tu rentres en entreprise, te plaindre que voilà, t'arrives pas à bien gagner ta vie, tu vois. Au contraire, il faut que tu sois heureux de pouvoir participer à quelque chose qui s'inscrit dans qui s'inscrit dans tes valeurs, en fait. Et donc, je pense que tout ça, c'est important. Et donc, sur ce, on va, pour notre premier épisode de ce podcast, on a passé, près d'une heure à faire. Merci. Merci pour votre disponibilité. Merci pour la plateforme. Et merci à nos auditeurs, à nos auditrices de nous avoir suivis pendant tout ce premier podcast. Avant de conclure, j'aimerais passer le micro à Joseph pour qu'il nous parle un peu de ces différentes chaînes. Parce que Joseph, c'est un couteau suisse, hein, il fait beaucoup de choses. Bah, merci. Je vais utiliser pour faire un placement de produit directement. Donc, ce podcast, comme vous allez le voir, va être posté également sur la chaîne de Real News and Perspective, qui est une chaîne où on parle de l'actualité politique, sportive, en tout cas tout ce qui concerne l'actualité en Afrique. On raconte aussi des histoires, où on parle des histoires de nos héros au quotidien,
Et il y a également une partie musique où on parle des artistes africains d'origine africaine qui ont voilà quoi un succès à l'international ou qui nous partagent des messages assez inspirants. Et au-delà de tout ça, en collaboration avec la chaîne d'Al-Énergie, on parle aussi du secteur de l'énergie et du développement durable en Afrique. Voilà un peu les différents éléments que je fais en termes d'actualité. Et il y a aussi les conférences que nous organisons. Nous organisons pas mal de conférences sur les sujets liés à l'énergie avec la chaîne d'Al-Énergie. C'est un peu ça. Eh bien, ça fait beaucoup, ça fait plaisir de savoir que voilà, on a une jeunesse très dynamique et orientée problèmes, solutions au niveau de l'Afrique, de ses réalités. Donc, tout ça pour dire que n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, partager, n'hésitez pas à être présent tous les jours. D'autres de podcasts. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode et ce sera tout aussi gros. Merci à tous. Merci. Au revoir. Allez, bisous.